accepté notre invitation aujourd'hui chez Coffin Club Web. Et donc, on va démarrer d'ici une petite seconde. J'entends encore une ou deux petites inscriptions. Voilà, il est 2. Donc, je propose de démarrer. Alors, je vais présenter rapidement Fred Colantonio. Alors, il a comme formation à l'Université de Liège, il a une licence en criminologie depuis 2000 ans. Il est certifié également en résolution de conflits en 2003. Il est fondateur de Reload Belgium depuis 2020, fin 2020. Il aide donc les entreprises et les entrepreneurs en situation de faillite à rebondir pour mieux repartir. Il est fondateur également de ADH Éditions depuis 2018, l'attitude des héros. Il est membre de la FACE, c'est l'Académie francophone des auteurs et des conférenciers de l'entreprise. Il est membre du on va dire clairement plus facilement comme ça, la Canadian Association et Professional Speakers, consultant conférencier et également orateur en marketing et en stratégie Internet. Il a écrit plusieurs bouquins, dont notamment Innover à tous les coups, Rebondir sur l'échec, et c'est lui qu'il est bon de croire en la lumière. Alors, nous avons également Sébastien Armande, qui est coordinateur chez Reload, et est ancien également directeur commercial et marketing au voyage Deltour. Il est également vice-président de l'UPAV, donc pour défendre la profession d'agent de voyage. Alors aujourd'hui, c'est Reload, donc repartir pour mieux rebondir. Donc là, Fred, je vais te céder rapidement la parole. Tu peux donc partager ton écran si tu veux au bas, partager votre écran. Oui, parfait. Je le ferai. Voilà. Donc on va normalement plus te voir. Enfin, toi, tu ne vas plus nous voir et nous, on va te voir en petit écran et on verra donc évidemment ta présentation. Ok, très bien. Voilà. Merci à toutes et tous. Bonjour, je suis ravi de pouvoir partager avec vous sur l'expérience de Reload. Ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer et vous partager le rapport que nous pouvons entretenir avec l'échec et qui a conduit en quelque sorte à un moment, à plusieurs, on se dise que on doit faire quelque chose pour les entrepreneurs qui, dans notre belle Wallonie et Belgique francophone de manière plus générale, sont confrontés à l'adversité. Le projet de Reload, juste pour que vous sachiez, est inspiré de 60 000 rebonds, qui est une organisation française, une association qui aide les entrepreneurs après le dépôt de bilan à retrouver une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou entrepreneuriale, on en parlera, depuis 2012. Donc l'idée ne vient pas de nous, simplement il existait un manque dans notre pays. J'ai eu l'occasion, lors de conférences sur l'attitude des héros, de rencontrer le président de 60 000 rebonds, avec qui j'ai pu beaucoup échanger, et qui m'a dit, il faut un livre manifeste pour porter le sujet. Et donc, le livre, je vous affiche mon écran dès que ce sera accepté par LifeSign. Xoup, le livre, ouais, pour partager l'écran, il a dû quitter et repartir l'application. Donc, voilà le visuel de bouquin, c'est celui-ci, Rebondir sur l'échec. Le sous-titre, c'est celui de ce dont on discute aujourd'hui. Mais donc, c'est ce qui a présidé, si vous voulez, c'est un peu le kick-off, quoi. C'est de se dire, au départ du livre, ça va permettre de sensibiliser et de contribuer à ce que peut-être les mentalités évoluent par rapport au sujet. Et en fait, pour être très honnête, en Belgique francophone, c'est pas passé grand-chose, quoi. Il a fallu attendre 1 an ou 2 avant qu'il y ait de premières sollicitations sur ce sujet-là. Le bouquin a bien fonctionné, mais je veux dire, en termes de conférences et de suivi, il n'y a pas eu grand-chose. J'ai sollicité à plusieurs reprises différentes personnes du public ou privé. Tout le monde a trouvé l'initiative super intéressante et qu'il fallait faire quelque chose, mais personne ne voulait prendre ça en main. Moi, je gère plusieurs entreprises. J'ai une activité et une vie économique à faire tourner, et donc je n'avais pas la capacité à pouvoir initier ce projet en l'état. Et puis est arrivée la crise Covid, et la crise Covid a amené 2 choses. C'est que dès la fin mars et jusqu'à fin avril à peu près, j'ai ressorti ce dossier un peu de terre en disant, tiens, il y a probablement quelque chose à faire là. Et donc j'ai refrappé à plusieurs portes.
Et donc là, le discours a été exactement le même, donc super intéressant, mais pas le temps, pas maintenant. OK. Donc, notre capacité légendaire d'anticipation a de nouveau fait ses preuves. Et puis, c'est arrivé par la bande, comme on dit souvent. J'ai été contacté par une famille d'entrepreneurs qui a dit, tiens, on a entendu parler qu'il y avait un projet qui se tramait, là, peut-être pour aider les entrepreneurs qui allaient être confrontés à la faillite sur le plan humain. J'ai dit oui. Vous en êtes où? Nulle part. Ah bon? Ben oui, nous, il y a besoin de bras, il y a besoin de structurer le truc. Alors, j'ai la vision, mais j'ai que ça. Et donc, ils m'ont demandé de développer la vision. Et suite à ça, ils nous ont fait confiance. Je dis nous parce que vous avez Sébastien qui est là, mais il y a Karine qui est là aussi, qui est notre coéquipière. Et ils ont fait confiance au trio pour pouvoir monter l'association. Donc, on est là depuis décembre 2020, mais avec quand même une réflexion, un intérêt pour le sujet qui date d'au minimum 5 ans. Ceci pour vous dire que on est à la fois très jeune, et Sébastien leur dira, on apprend au fur et à mesure de ce que nous faisons, un peu dans la logique d'un fonctionnement de start-up, si nous étions dans le secteur économique et marchand, ce qui n'est pas le cas ici, bien entendu. Mais donc, on apprend en faisant, mais en même temps, on a quand même, j'allais presque dire, une certaine forme de recul sur le sujet, et on a quand même pas mal d'expériences qu'on veut passer, transmettre, puisque nous avons rencontré chacune déjà pas mal de personnes qui traversaient une situation de difficulté et qui avaient rebondi. Je rentre dans le cœur du sujet en précisant que vous pouvez toujours utiliser le chat. Vous verrez que je ne regarderai pas toujours mon écran de face parce que dans le chat, vous pouvez saisir les questions que vous auriez, les remarques, quoi que ce soit. Je vous dis d'ailleurs bonjour par là. Donc, si vous voulez y aller, moi, j'ai vraiment pas de difficulté avec ça. J'ai peu de... je dirais, j'ai peu d'intérêt pour ma posture de conférencier derrière son écran qui devrait être absolument parfait quand il regarde face caméra. Je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un professionnel du face caméra. Par contre, j'aime qu'on puisse interagir, j'aime pouvoir partager des éléments qui seraient intéressants pour vous. Et donc, si vous voulez interagir dans le chat, allez-y, je vous le proposerai d'ailleurs à l'une ou l'autre reprise. Ne vous étonnez pas non plus s'il m'arrive d'arrêter le partage d'écran, comme je viens de le faire ici. Ça me permet de vous reprendre face à face et que nous soyons bien ensemble. Ce que je vous propose, c'est de regarder deux choses principalement. Le contexte, forcément, qui a produit un impact, mais vous allez voir qu'il n'est pas tellement structurel, de façon transversale. Il y avait déjà pas mal de choses dans ce que je vais vous partager qui préexistaient à la situation Covid et à la crise que nous connaissons. Elle a plutôt servi de marqueur au sens quasi scientifique du terme. Quand on fait une expérience et qu'on a un élément qui sert de marqueur, c'est pour révéler les choses. Et la crise Covid a surtout révélé toute une série de choses, particulièrement la manière dont nous gérons nos émotions et notre rapport à l'échec. Et c'est ça le premier élément principal que je voudrais partager avec vous, parce que je l'ai beaucoup regardé, je l'ai beaucoup constaté, et c'est ce qui a fini dans le bouquin, dans les conférences. Qu'est-ce qui fait que certaines d'entre nous, face à une situation d'adversité, arrivent à se réinventer, arrivent à trouver de nouvelles marges de manœuvre, arrivent à garder le moral, être en énergie et repartir, alors que d'autres, pour le même événement, vont peut-être rester coincés et être dans la difficulté. J'espère que vous comprendrez dans mon intention qu'il n'y aura pas de jugement de valeur dans ce que je partage ici, c'est juste un constat. Et la deuxième partie de l'intervention sera surtout consacrée à se dire qu'est-ce qu'on a comme levier de rebond par rapport à ces situations. Donc, comment est-ce qu'on passe d'une configuration psychologique à une autre et comment est-ce qu'on peut envisager des leviers de rebond. Est-ce que ça vous va si on fait comme ça? Vous pouvez mettre 1 dans le chat si ça vous va. Vous mettez 0 s'il y a une question, une demande, un point de précision. On aura évidemment un temps de questions-réponses derrière. Ah, super. Je vois qu'il y a quelques réponses, donc c'est parfait. Et je répète, allez-y si vous avez la moindre question. Peut-être que je la prendrai plus tard, peut-être qu'elle se mettra dans le fil de ce que je partage. Donc, en intro,
la crise Covid, de façon étonnante, n'a pas tellement changé notre rapport, je dirais, émotionnel à la difficulté ou à l'adversité. Pourquoi? En septembre 2019, j'avais eu l'idée, alors je ne sais pas si elle était bonne ou elle était mauvaise, mais j'avais eu l'idée de lancer cette conférence-là, The Lost Consumer, pour expliquer aux entreprises quoi? Un postulat qui est que, une hypothèse que je formulais qui consistait à dire les clients aujourd'hui sont perdus. Nous sommes dans un flou décisionnel. Je reste bien sur les clients pour l'instant, mais vous allez voir que la crise a permis d'élargir ça. Qu'est-ce que ça signifie, the lost consumer? Ça veut dire que dans le contexte d'aujourd'hui, il y a tellement d'informations contradictoires qui sont complétées et contestées en temps réel, qui viennent de tellement de sources que notre capacité à croire que nous prenons une bonne décision est systématiquement remise en cause. Si vous prenez les grands enjeux qui préexistaient le Covid, nous avions les enjeux climatiques. Ils sont toujours là, hein, je ne dis pas qu'ils ont disparu, évidemment, mais la crise Covid a complètement relégué ça à un second plan, quoi. Les médias principaux n'en parlent plus, etc. C'est devenu anecdotique. Donc, Greta, qui symbolisait la lutte pour le climat, elle produisait quoi comme effet? Elle produisait une capacité à nous perdre dans les démarches que nous faisions. Regardez, c'était une étude de mi-2019 qui demandait à des adolescents américains quel est votre sentiment par rapport au climat et par rapport aux enjeux climatiques. Et vous voyez, je regarde sur mon deuxième écran, vous voyez que les émotions sont mixées. On a de tout. Il y a des gens qui ont, alors on pouvait avoir plusieurs émotions évidemment, hein, mais il y a des gens qui ont peur, il y a des gens que ça motive, il y a des gens que ça fâche, il y a des gens que ça désespère, il y a des gens qui se sentent coupables, d'autres sont optimistes, et il y a finalement que 20% qui disent ça ne m'intéresse pas. Et cette idée de dire en tant que client d'une information, en tant que client d'entreprise, d'institution ou autre, on est perdu, et bien c'est exactement ça. C'est que si vous achetez un véhicule diesel, oh là là, vous êtes de gros méchants pollueurs, donc vous allez acheter un véhicule électrique, mais on vous a dit quoi après? Une batterie électrique, elle pollue plus, elle coûte plus à la planète finalement que de rouler dans un véhicule diesel. Donc quoi que vous fassiez aujourd'hui, on n'est jamais sûr d'être dans le bon. Et ça préexistait à la crise Covid. La crise Covid a mis le marqueur sur quoi? Sur la défiance, voire la méfiance vis-à-vis du pouvoir politique. Alors, bon, évidemment, j'ai mis Emmanuel Macron parce que si j'avais dû mettre la méfiance envers le pouvoir politique en Belgique, il y aurait eu trop de visages à mettre sur la photo, on n'aurait reconnu personne. Donc, en plus, pour éviter le débat, je me suis dit, on va mettre le président français, ça marchera très bien. Méfiance envers le pouvoir politique. Méfiance, ou en tout cas perte de repères vis-à-vis d'éléments séculaires, quoi. La religion catholique, plus précisément, le catholicisme est en recul depuis les années 70 dans de nombreux pays et chez de nombreuses personnes. La valeur famille a aussi diminué avec les recompositions, les divorces, les remariages, le fait que les gens ne se marient plus. Donc, beaucoup des repères qui étaient là dans le temps de manière durable ont volé en éclats. Et alors évidemment, ça c'est le slide, certains d'entre vous le savent parce que je vois des noms que je connais. Une de mes passions, c'est en effet la transformation numérique, l'impact que les technologies produisent sur nos usages. Eh bien, vous voyez, j'utilisais traditionnellement cette slide-là pour parler de l'expertise. Eh bien, évidemment, dans les années 2020, après Karen sur Facebook dans les années 2010, en 2020, on aura les virologues, les experts de tout et n'importe quoi qui prennent la parole de façon encore plus exponentielle que ce qu'on avait déjà, qui était amorcé dès les années 2010, quoi. Donc, nous nous retrouvons, et je crois que c'est un constat, j'espère que vous ne le prenez pas comme un constat anxiogène, c'est juste un constat de départ qui consiste à dire, en effet, on est un peu paumé, quoi. On a des informations qui viennent de partout, et finalement, et ça c'est une petite parenthèse que je fais, mais j'y tiens, quand on dit que les jeunes se foutent de tout, moi je crois que surtout, bon, on sait bien que c'est pas vrai, mais on entend quand même souvent un peu ce discours-là, où les jeunes ont toujours l'impression de se foutre un peu de tout. Moi j'ai l'impression que c'est une espèce de je ne sais pas si c'est du recul, mais en tout cas, c'est une forme de carapace qui se sont forgés parce qu'ils savent de toute façon bien, étant nés dans ce brouhaha,
Ils savent de toute façon bien que s'ils trouvent une information, le lendemain, ils vont avoir l'inverse qui va arriver sur les réseaux d'autres sources. Et donc, on prend de la distance, on fait un peu comme si on s'en foutait ou on fait la sourde oreille. C'est normal si vous avez l'impression aujourd'hui, même si votre entreprise fonctionne, même si votre job est assuré, même si les personnes qui vous entourent sont en bonne santé, c'est normal que vous ayez l'impression comme ça d'être un peu parfois en jet lag, en décalage, groggy, peut-être chaos debout à certains moments, en termes d'énergie, en termes de vision de l'avenir, en termes de toute une série de choses. Nous sommes floutés. La crise sanitaire, la crise Covid, a servi de marqueur, de révélateur à une série d'inconnus et d'incertitudes. Bon, ça c'était pour introduire le sujet. Qu'est-ce que ça produit sur nous? On rentre dans notre cœur d'attention du jour. Qu'est-ce que ça produit sur nous? Ça produit certains sentiments d'échec. Vous savez, on a souvent dit que pour nos ancêtres, il y avait une certaine impression de complétude dans les connaissances qu'ils avaient du monde parce qu'ils avaient moins d'accès aux connaissances, moins d'accès aux informations. Un facteur qui peut être anxiogène pour certaines d'entre nous aujourd'hui, c'est qu'on sait, vous comme moi, qu'avec toute une vie, nous n'aurons pas assez pour comprendre l'état du monde, des sciences, des technologies. Si vous aimez la lecture, si vous faites comme moi, il est probable que vous achetez plus de livres que vous avez la capacité à en lire. Et donc, ça peut être très chouette de se dire j'ai une super bibliothèque, mais en même temps, ça peut être d'une certaine manière producteur de stress, de se dire j'ai tellement d'informations à ma disposition, j'aurais envie de faire tellement de choses, vivre tellement d'expériences que je me sens coincé. Donc, dans ces circonstances-là, la manière de procéder, c'est de revenir à nous pour redevenir nos premiers repères. Et pour redevenir nos premiers repères, nous devons comprendre la manière dont nous fonctionnons. Là, alors, je ne sais pas si c'est le plaisir ou la rude tâche de vous dire que nous sommes nos premiers repères, ça c'est la bonne nouvelle, mais nous sommes nos premiers adversaires. Pourquoi? Parce que notre cerveau nous trompe. Notre rapport à l'échec est d'abord et avant tout conditionné par notre psychologie, et notre psychologie, elle est teintée de quoi? De biais cognitifs. Les biais cognitifs, en voilà une illustration. Je vous partage l'écran. Vous mettez 1 dans le chat si vous avez déjà vu cette image. Vous mettez 0 si c'est la première fois que vous la voyez. Comme ça, je vois un peu si vous aviez déjà vu cette image tourner. Ah, il y a... Bon, c'est plus ou moins 50-50. C'est donc le prince William. Et vous voyez qu'il a, a priori, une posture qui est peu élégante pour quelqu'un de son rang. Bon. Que peut-on dire de cette image? Pour faire la longue histoire courte, c'est que d'une part, elle est truquée. Si vous regardez, quand l'angle est un tout petit peu différent, il y a un autre doigt qui est là. Donc, les informations que nous recevons reculent, elles ne sont pas toujours bonnes, mais là où les biais cognitifs interviennent, c'est là. Quand vous voyez l'image de face, on n'est pas du tout sur la même interprétation. Et donc, vous avez 2 biais cognitifs qui entrent en jeu ici, peut-être même plus. Le premier, c'est le biais cognitif qu'on appelle de vision tubulaire. La vision tubulaire consiste à réduire la perception de la réalité à un tube, en négligeant les éléments périphériques, donc ici en négligeant une espèce de vision, peut-être pas 360, mais au moins une vision où on a différents angles, eh bien, on peut comprendre, interpréter ou prendre pour vrai quelque chose qui ne le serait pas du tout. Premier biais cognitif. Deuxième biais cognitif qui entre en jeu ici, ce qu'on appelle les conclusions hâtives. Je conclus que subitement, ce mec qui avait l'air sympa est un gros connard, alors qu'en réalité, je n'ai pas, de manière factuelle, d'éléments suffisants qui me permettraient de conclure si oui ou non c'est le cas. Et quand bien même, je recoupe le partage, quand bien même je verrai qu'il a effectivement fait un bon honneur, je ne sais pas à qui, je ne sais pas dans quel contexte, est-ce que c'est à des paparazzis, est-ce que c'est parce qu'il était excédé, je manque de matière pour tirer une conclusion. Or, vous le savez comme moi, nous sommes champions pour faire ça. Donc, ce n'est pas une conclusion, mais c'est une première synthèse.
Le Covid a servi de marqueur pour révéler notre incapacité à avoir des certitudes. Tout est flou. On le voit avec les statistiques sur le Covid, on le voit avec les positions très tranchées que les gens prennent. Et deux, nous sommes en proie au biais cognitif. Et vous le voyez sur les réseaux sociaux, les gens se cambrent sur des positions sur base de chiffres, d'accord, mais qu'ils ont vus où, qu'ils ont récolté comment, et donc ils font leur des éléments à propos desquels ils concluent en manquant probablement d'éléments. Bon, ça c'est le terreau de départ. Sur base de ça, se greffe notre relation à ce qu'on peut appeler un échec, quelque chose qui ne marche pas comme prévu, quelque chose que nous ressentons comme étant une contrariété par rapport à nos plans. On avait imaginé de faire quelque chose et ça n'a pas produit le résultat escompté ou ça ne s'est pas passé de la manière qu'on voulait. Je vous repartage à nouveau l'écran. On discutera certainement de la définition de l'échec entre nous. Pour le moment, ce que je vous propose, c'est de se dire que c'est un épisode qui laisse des traces. Épisode pourquoi? Parce que c'est un événement qui va avoir une durée plus ou moins longue. C'est pour ça que je parle d'épisode. Chez certains, la capacité à rebondir va être rapide et donc l'épisode va durer le temps d'une série Netflix, une vingtaine ou une quarantaine de minutes. Pour d'autres, ça va être le travail d'une vie. Et qui laisse des traces. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on peut difficilement échouer à quelque chose qui nous passe à côté. Et vous verrez que ce sera un de mes messages de conclusion, qui est peut-être optimiste, c'est qu'on échoue qu'à quelque chose qui a un enjeu pour nous. Nous sommes des individus imparfaits, vous comme moi. Nous ne sommes pas omnipotents. Je dis très souvent que j'échoue quotidiennement à être un patineur artistique, mais en même temps, j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas d'enjeu pour moi là-dessus. Donc, ça ne laisse pas de trace chez moi. Je n'ai pas une petite partie de moi qui me dit « Tu n'as quand même jamais réussi à monter sur des patins. » Je m'en fous. Donc, pour qu'on puisse parler d'échec, il nous faut un événement qui a une durée plus ou moins longue et à propos duquel se produit une engrammation. Il va imprégner mon esprit, les 3 C, mon cerveau, mon corps, mon cœur. D'une certaine manière, de façon plus ou moins forte, de façon plus ou moins durable, ça va toucher ces cordes sensibles-là. Ça, c'est notre base de départ. À partir de cette base de départ, nous avons des modus operandi, des façons de réagir qui peuvent nous conduire soit dans la spirale infernale, que j'ai appelée spirale négative, soit dans une attitude constructive. Je ne parle pas de positive, c'est volontaire, je vous expliquerai pourquoi quand j'y serai. Je vous propose un petit exercice pour celles et ceux qui ont envie de jouer le jeu. Vous pouvez, je vois que certains peut-être ont l'air de prendre des notes, si vous le souhaitez, que ce soit à l'écran, que ce soit sur une feuille de papier, vous pouvez créer 3 colonnes et 7 rangées. Pourquoi? Parce que quand je vais vous parler de la spirale négative, je vais vous présenter 7 éléments constitutifs de cette spirale négative. Et donc, vous pourriez tout à fait vous dire, tiens, je vais faire une colonne avec rarement concerné, une colonne avec, ouais, quand même quelques fois concerné, et une colonne avec très souvent concerné. Et comme ça, vous pouvez faire un premier autodiagnostic, si vous voulez, de est-ce que, de façon spontanée, sur base de ce que Fred partage, je suis plutôt dans la spirale négative, quand je subis un événement qui laisse des traces. Est-ce que je suis plutôt dans la spirale négative ou est-ce que je suis plutôt dans l'attitude constructive? Je vous proposerai évidemment de refaire cette même colonne avec ces 3 mêmes colonnes avec ces 7 mêmes rangées quand on sera dans l'attitude constructive. Et donc, vous aurez une espèce de photo comparative pour vous dire, tiens, ok, d'un côté, je tire plus vers le souvent, voire très souvent, et de l'autre côté, je tire peut-être plus vers le rarement. Et l'objectif, ce sera de voir comment on passe de l'une à l'autre, surtout si vous êtes a priori dans la spirale négative. Alors, micro-précaution, je vais aller vite, donc ce seront je vais forcer le trait, et ça manquera un tout petit peu de nuance. Mais on a un temps qui est limité entre nous, donc l'intention, c'est surtout que vous
compreniez un peu les éléments principaux et je peux densifier en fonction des questions que vous poseriez directement dans le chat. Ou alors vous me dites, Fred, je voudrais poser une question, vous levez la main ou quoi ou qu'est-ce, si je le vois dans l'appli, on prendra le point. Spirale négative, 7 éléments constitutifs. Les personnes qui vivent l'échec de manière infernale et qui ont du mal à se sortir de situations, problèmes, en premier lieu, l'échec va remettre en question qui elles sont, au sens d'interroger leur personnalité. Ce sont des gens qui vont s'assimiler à leur échec. Elles ne vont pas vous dire j'ai raté, elles vont vous dire je suis un raté. C'est le syndrome du loser. Ce sont des personnes qui vont élargir l'échec qu'elles ont subi à un temps particulier, dans un domaine particulier, à l'ensemble de leur vie, quoi. Quand elles ratent un truc, elles vont se dire c'est chaque fois la même chose, quoi. Et c'est toujours. Et alors ça, là, c'est le trafic mental, quoi. C'est le dialogue intérieur. C'est, ben oui, mais c'est toujours pareil. À chaque fois que tu veux tenter de sortir du moule, ben paf, tu te fais taper sur la tête, quoi. C'est normal. Tu sais bien, quand tu prends une initiative, ça tourne toujours de travers. Voyez? Donc ici, première caractéristique, l'échec a un caractère absolu. Et il reste marqué très fort dans leur personnalité, dans qui ils sont, sur les stigmates de toutes les pierres blanches qu'ils ont dans leur jardin. Premier élément. Est-ce que ça vous arrive rarement, quelquefois, ou souvent, d'avoir cette réaction spontanée, t'es nul, quoi. Bon. Deuxième élément, ce sont des personnes qui, du coup, s'isolent des autres. Il est très difficile d'être ouvert vers les autres si on a l'impression d'être en faillite personnelle permanente, quoi. De nouveau, je répète, je caricature un peu, hein, mais vous voyez l'idée. Si j'ai l'impression d'être nul, je ne peux pas constituer une ressource utile pour les autres, quoi. Je ne peux pas être une chance ou une opportunité pour les autres, je porte la poisse. Donc, repli sur soi. Deuxième caractéristique, ce sont des personnes qui se considèrent comme étant bancales, boiteuses. Ne me demandez pas, le vilain petit canard, c'est moi. Vous voulez chercher quelqu'un qui merde tout, c'est pour ma pomme. Deuxième caractéristique. Il est difficile de se lever le matin dans de bonnes dispositions quand on est dans ce type de pensée et de rapport à soi et aux autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si mon premier cercle, moi vis-à-vis de moi, est plutôt négatif, si moi vis-à-vis des autres, c'est plutôt négatif, ma manière de survivre, c'est d'externaliser mon rapport au monde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire simplement que je vais aller chercher à l'extérieur des signaux qui me disent que je ne suis pas le pire. C'est très humain comme réaction, hein. C'est de se dire, regardez, en fait, c'est le monde qui va mal. Il n'y a pas que moi qui suis en faillite, il n'y a pas que moi qui, c'est la faute aux autres, c'est la faute à ça, c'est la faute à ça. On pourrait dire, on est sur le Titanic en première classe, quoi. Le bateau coule, le monde touche à sa fin, et vous avez des catastrophistes là en permanence. Je ne vous parle pas du bien fondé de certains enjeux de l'humanité. Je vous parle de gens qui systématiquement vont s'abreuver aux mauvaises nouvelles et vont pouvoir vous dire, regardez, on n'est quand même pas les pires, quoi. Mais qui restent toujours dans une espèce de fange où rien ne va. Ça, c'est la troisième caractéristique. Moi et les autres, moi et le monde. De ces trois éléments découlent les 4 caractéristiques qui suivent dans leur psychologie négative de gestion de l'échec. La première, c'est que l'échec a un côté implacable. On ne peut pas y échapper. On meurt à la fin. Et donc, c'est la merde. À quoi bon chercher à l'éviter, ça va nous tomber dessus. Ça, c'est le 4e élément. Le 5e élément, c'est que forcément, on baisse les bras, puisqu'on n'a pas de marge de manœuvre. Vous avez des personnes comme ça, vous en connaissez peut-être, qui ont tendance un peu à être dans une espèce de fatalisme, là, comme ça, de dire, mais de toute façon, moi, c'est le colibri, toutes ces couillonnades-là, que je fasse ou que je ne fasse pas, j'ai aucun levier d'impact, quoi. Ça ne change à rien. Ça ne cheffe à rien, comme on dit parfois en wallon. Et donc, ces personnes vont avoir tendance à disqualifier l'échec. On sait que ça peut constituer un ingrédient d'apprentissage, mais elles, 5e caractéristique, elles ne le font pas.
elles ne s'en servent pas pour se dire, tiens, qu'est-ce que je peux retenir de ce qui s'est passé? Si je dois m'y reprendre une deuxième fois, comment je ferai pour faire autrement? Elles raisonnent pas comme ça. Elles se disent, encore un raté, putain, quoi. Et boum, elles clapent la porte, elles tirent le rideau, elles font passer ça sous le tapis et elles disent, allez hop, je passe à autre chose, quoi. Ou alors elles se disent, je me remets dans mon fauteuil et je bouge pas, hein. Je referme complètement les écoutilles, je me replie sur moi. Mais dans tous les cas, le bénéfice qu'elle pourrait avoir à se dire, perdu pour perdu, on va essayer de voir s'il n'y a pas un enseignement à déterrer, quelque chose à garder pour la prochaine fois, c'est pas dans leur radar. Disqualification, l'échec c'est hors sujet, quoi. C'était le 5e point. Il en reste 2. Vous voyez la petite fille sur le vélo. Naturellement, elle a peur de monter sur le vélo parce qu'elle craint de se faire mal si elle tombe. Et donc, le 6e point, c'est le facteur peur. Vous avez chat échaudé et craint l'eau froide. Quand nous échouons, il est normal, il est humain, il est même fondamental de se dire, oh là là, avant d'y retourner, je vais quand même un peu mesurer la température de l'eau, quoi, hein, avant de replonger. Dans la spirale négative, ça devient maladif. La peur devient paralysante. Vous avez 2 termes qui désignent la peur panique de l'échec, attychiphobie, cacoraphiophobie. Je vous les mettrai dans le chat quand Sébastien parlera de Reload. On échoue déjà à prononcer convenablement ces mots-là. Hein, il faut bien se dire les choses en face. Attychiphobie, cacoraphiophobie, qui sont les peurs démesurées et irraisonnées de l'échec. Je vous ai mis l'image d'une enfant. Pourquoi? Parce que quand on est enfant, souvent, on se met à pleurer et on a des manifestations extérieures de peur qui font que les adultes que nous sommes pouvons peut-être les percevoir. Et à un moment, un petit, quand on lui dit « Pourquoi est-ce que tu ne sautes pas ?» Et il va dire « J'ai peur ». Nous, en tant qu'adultes, c'est quand même rare qu'en entreprise, on vous confie un dossier, votre banquier vous demande si vous êtes prêt à faire tel investissement, vous le regardez, vous lui dites « Honnêtement, j'ai peur, quoi ». On a perdu cette habitude-là. On a remplacé ça par quoi? La justification. La justification au sens trafic mental, quoi. Certains d'entre nous passent plus de temps à essayer de se chercher des excuses. C'est le 7e et dernier ingrédient de cette spirale infernale. Certaines personnes qui vivent mal leur rapport à l'échec vont se faire une construction mentale de toutes les raisons pour lesquelles il vaut mieux ne pas retenter, ne pas y aller, regarder tout ce qui fait que ça ne marchera pas, plutôt que de se dire, bon, ça me coûtera au final moins cher de tester le truc, quoi. Je vais ressauter et puis on verra bien. Si vous prenez ces 7 ingrédients, vous les mettez en anglais, vous les changez d'ordre, vous avez une première lecture de ce qu'est failure. On a la peur, on a le côté absolu, le côté hors sujet, qui fait qu'on se sent boiteux, le monde qui va mal, c'est universel, relentless, c'est le côté implacable et qui génère des excuses. Ça, c'est la première grille de lecture. Vous avez un premier autodiagnostic pour dire, tiens, est-ce que je suis plutôt souvent là-dedans ou rarement? Que vous y soyez souvent ou rarement, dites-vous une chose, nous sommes des êtres humains, il est normal de passer émotionnellement par ces sentiments-là. Donc, quand je vous ai présenté le premier qui était « putain, je suis nul, quoi », il est très probable, je ne veux pas faire de conclusion hâtive, donc je ne vais pas dire « il est certain », je dis « il est très probable » que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, je me mets dans le tas, nous ayons à un moment ou l'autre de notre existence, quand on a foiré un truc, il est probable qu'on ait pensé « putain, t'es quand même nul, quoi ». C'est normal. La différence avec les personnes qui développent une attitude constructive, c'est que ces dernières ne restent pas durablement dans cet état-là. Donc la première chose, si vous êtes confronté à des gens, si vous reconnaissez un de vos ados, par exemple, à la maison, si vous reconnaissez un collègue de travail qui est systématiquement un peu dans cette grille de lecture, la négative, la première chose, c'est de lui faire comprendre que c'est normal de ressentir ça. Simplement, à un moment, si on veut avancer, il faut dire time et il faut pouvoir passer autant que possible à une attitude constructive. Même topo, 3 colonnes, 7 ingrédients, qui ne sont pas nécessairement des opposés des ingrédients précédents, mais vous allez voir qu'il y a une certaine construction aussi dans cette logique-ci. Je n'utilise pas attitude positive, pourquoi? Pour éviter de tomber dans une glorification à l'extrême de l'échec. L'échec est quelque chose qui nous emmerde et on s'en passerait bien.
Mais si on l'enlève de l'équation, on enlève ce qui fait un être humain. On naîtrait directement équipé, quoi. Or, on doit apprendre à parler, on doit apprendre à manger, on doit apprendre à respirer, hein, d'abord. C'est quand même le minimum vital, quoi. Quand on naît, le premier truc qu'on doit apprendre à faire, c'est de respirer. Donc, l'échec fait partie de la manière intrinsèque de fonctionnement de l'individu. Sinon, on serait parfait, on courrait tous à une vitesse de fou, on saurait tout faire tout de suite, et rien n'aurait de secret pour nous. L'attitude constructive, elle tient compte de l'adversité. L'apprentissage est difficile. Et je ne voulais pas induire attitude positive, je vais bien, tout va bien. Non, on peut dire je vais bien, mais putain, c'est chiant pour le moment, quoi. Voilà, c'est plutôt ça. Voyons les 7 ingrédients, et ça vous donnera déjà des leviers de rebond. Premier ingrédient, nous ne sommes pas les échecs qui nous arrivent. Les personnes qui ont une attitude constructive arrivent à se dire « j'ai échoué là, dans ces circonstances-là, et avec les facteurs autant T qui étaient ceux-là ». Ça ne veut pas dire qu'elles se croient invincibles et qu'elles se disent que si je recommence, ça va marcher. Ça veut juste dire qu'elles savent que l'échec est relatif. Et parfois, elles se disent « ok, j'ai surestimé le truc, mais je suis encore bon, donc je vais recommencer dans la même voie. » Et parfois, l'échec va leur enseigner que, ok, c'était manifestement une erreur de casting, quoi. J'avais rien à foutre là. Bon. C'est ce qui m'est arrivé en première année à l'université. Je voulais faire criminaux, Didier a eu la gentillesse de le dire. Pour faire la criminaux, il fallait se taper autre chose. Donc, calcul rationnel. Là où il y avait le plus de dispense, c'était si on faisait le droit. Donc, je m'inscris en première candidate droit. Scolarité impeccable jusque-là, sans travailler, les secondaires, les primaires, tout ce que vous voulez, c'était passé tout seul. J'arrive fier comme Artaban en première candidate, je me fais retourner, 11 examens présentés, 11 ratés. C'était pas une erreur de casting, c'était juste que je connaissais pas les règles du jeu. Et j'ai découvert les règles du jeu, le jour des examens, quoi. Un peu tard pour corriger le tir. Par contre, ce qui m'a permis très vite de me dire que j'avais peut-être encore quelque chose, des cartes à abattre, c'est que je me suis dit, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. À aucun moment, mais là je vous le dis avec 20 ans, 25 ans de recul, quoi. Mais je ne me souviens pas m'être dit, t'es vraiment qu'un raté, ta vie est foutue et tu ne vaux rien. Je me suis dit, merde, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Et donc j'ai recommencé en faisant autrement. Et ça a été très bien après. Échec relatif. Je vous ai déjà en partie partagé le deuxième point. On n'est pas responsable de ce qui arrive. Il est probable que chacun ici, parmi vous, nous n'étions pas demandeurs de la situation que nous vivons depuis un peu plus d'1 an. Par contre, il y en a parmi vous qui sont restés en mode attente. Et de nouveau, il n'y a pas de jugement de valeur quand je dis ça. Certains se sont mis un peu en mode, on débraye, on n'a pas mis le frein à main, mais on est un peu au point mort, quoi. Alors que d'autres se sont dit, bon, on fait quoi avec ça? Et cette deuxième caractéristique, c'est la responsabilité personnelle. Quelle est ma marge de manœuvre? Et si j'ai l'impression que j'en ai pas, est-ce que je peux trouver un autre terrain de jeu? Est-ce que je peux trouver d'autres sources? Est-ce que je peux trouver d'autres leviers? Vous avez des personnes qui ont en permanence la tête chercheuse tournée vers les opportunités. Et ça, c'est une deuxième caractéristique très forte de celles et ceux qui ont une attitude constructive. Ça ne veut pas dire qu'elles ne mettent pas le genou à terre. Ça veut dire qu'à un moment, elles se disent, bon, ça va, maintenant, on n'est pas au mieux de sa forme, mais on fait quoi avec ça? C'est déjà un bon indicateur. Si vous avez la capacité à vous dire assez régulièrement, je fais quoi avec ça, ça peut aider. Troisième caractéristique, la vie est une somme d'essais-erreurs. Hormis des configurations psychologiques de type pathologique, je connais peu d'entre nous qui nous levons le matin en se disant « je me réjouis de merder la journée ». Or, personne ne passe une journée parfaite. Donc, notre rapport à l'échec peut devenir ajustable dès le moment où nous acceptons de nous dire, je vais peut-être utiliser un terme un peu fort, mais nous sommes des échecs ambulants. Parce que nous ne réussissons pas du premier coup, mais nous ne réussissons pas tout court, tout ce que nous entreprenons. Ça fait partie de l'équation.
Cette troisième caractéristique, ça signifie que les personnes ont plutôt tendance, non pas à fuir l'échec, mais à en faire un ingrédient dans le paysage. Ils ne sont pas dans la vision tubulaire en se disant ça va marcher, c'est sûr. Ils se disent ça va marcher, c'est sûr, mais on n'est quand même jamais à l'abri que peut-être ça ne se passe pas comme prévu. Et ça change tout. Quatrième caractéristique, la vie est une répétition. Les personnes qui ont une attitude constructive face à l'échec ont cette capacité à se dire de toute manière, même si je tombe, je vais ramasser quelque chose. Soit je gagne, soit j'apprends, disait Nelson Mandela. C'est la phrase qu'on entend à tire-larigot, indépendamment de l'abus et de la surutilisation de cette phrase. Cette logique de résilience, de capacité à se dire perdu pour perdu, allons-y sur un malentendu, ça peut marcher, pour citer Jean-Claude Duss et faire un grand écart, eh bien, c'est cette logique-là. L'échec est une répétition, ça fait partie du processus d'apprentissage. S'il y a une phrase que j'aimerais que vous reteniez, c'est celle-là, et c'est la troisième citation, après j'arrête. Tal Ben-Shahar, professeur de psychologie israélien qui enseignait à Harvard, si vous n'apprenez pas à échouer, vous échouez à apprendre. Si vous pratiquez un instrument de musique, un sport, une discipline, quelle qu'elle soit, vous n'êtes pas né bon tout de suite. Même si une certaine part de vous était peut-être mieux disposée, vous avez dû bosser. Et là, c'est un piège des médias et de notre monde actuellement, c'est le mythe de la réussite du jour au lendemain. C'est le mythe du surdoué génial. Un surdoué fainéant, ça fait peu une trajectoire qui durablement est dans l'attitude constructive. Il se passe quand même une merde à un moment ou l'autre. Donc, je crois que c'est le quatrième processus d'apprentissage. C'est bien le quatrième? Ouais, faites-moi oui de la tête si on est sur la... C'est ça, hein? C'est la quatrième, ok. Cinquième, ingrédient de progression. Si on comprend que l'échec est un ingrédient de progression, on peut commencer à s'appuyer sur l'expérience. Et quand on s'appuie sur l'expérience, on se dit, je suis dans un processus d'évolution et pas de destruction. C'est pas un coup, une vie. C'est plus comme dans les arts martiaux, je frappe pour tuer, c'est je frappe pour apprendre. Parce que je sais que je vais avoir des coups en retour, mais tout ça va me permettre de m'aguerrir. Et ça, c'est un terme qui est complètement démodé et dont je trouve que nous avons sacrément besoin aujourd'hui. S'aguerrir à quelque chose, se tanner le cuir, quoi. On est dans une société un peu aseptisée, quoi. On a beaucoup de chance pour beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que je dis le contexte Covid a servi de marqueur. Ça a révélé que oui, la nature du monde, la nature humaine, ça reste un exercice, quoi. Ça reste une discipline, ça demande de l'entraînement, quoi, d'être quelqu'un qui grandit, qui se développe tous les jours et qui doit faire face à des enjeux d'adversité, quoi. Le confort de savoir si on a 50 chaînes de télévision ou si on a 500 parce qu'on prend le câble ou Netflix ou je ne sais pas quoi, c'est du détail par rapport aux enjeux fondamentaux de notre survie, quoi. Alors, je ne parle pas de lutter contre les mammouths, on est bien d'accord, on a d'autres enjeux aujourd'hui, mais cette logique d'évolution permet de donner dans notre rapport au temps par rapport à l'échec une vision plus ample. Les personnes qui sont dans la vision négative, elles s'arrêtent au premier coup de boutoir fort. J'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Ici, on est dans une logique d'apprentissage et de recyclage des revers. Ça nous mène au point suivant qui est le fait de faire de l'échec une ressource. C'est de la résilience augmentée, si vous voulez. Non seulement j'ai la capacité à être toujours debout alors que j'ai pris des coups, mais en plus, je ne disqualifie pas ce qui m'arrive. Entre futile et utile, il n'y a qu'une lettre de différence. Mais il y a un monde de décalage entre les personnes qui vont dire, prenons quelque chose qui n'a rien à voir avec le business, un échec amoureux, vous vous faites éconduire. Ben, vous avez celles et ceux qui disent, oh, c'était un connard, c'était une connasse, quoi. Et vous avez celles et ceux qui disent, ouais, attends, j'ai quand même pas été super réglo non plus dans la relation, quoi. J'ai peut-être pas mis tout ce qu'il fallait sur la table pour que ça marche. C'est deux attitudes qui sont diamétralement différentes. Et souvent, si vous acceptez l'honnêteté intellectuelle de la réflexion, on passe par la première, ouais, c'est l'autre qui était con, quoi, pour finir par se dire, ouais, j'ai quand même pas été 100% le meilleur partenaire qui soit, quoi, ou la meilleure partenaire qui soit. Donc l'échec, en faire quelque chose d'utile, ça demande du travail. Ce n'est pas nécessairement ce que les médias valorisent et ce n'est pas l'image qu'on a généralement de la réussite. Et aller fouiller dans nos bas instincts n'est pas agréable. C'est pas confortable de faire ça. Mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue. Je pense qu'on est à la dernière caractéristique, la 7e.
je boucle ce que je vous avais dit. L'échec est un ingrédient de la réussite, ça en fait partie, et donc, c'est un enjeu, et nous n'échouons qu'à ce qu'il y a un enjeu, à ce qui compte pour nous, ce qu'il y a un enjeu. Donc, et c'est très net, dans le bouquin, j'ai interviewé il y a une dizaine de témoignages qui sont repris, mais j'ai interviewé une trentaine, une quarantaine de personnes pour alimenter ma réflexion. Toutes les personnes qui ont une attitude constructive, de manière invariable, elles ont une espèce de source d'énergie qui consiste à dire que s'il y a une montagne devant eux et que c'est une montagne qui est importante à gravir ou à franchir, ils trouveront un moyen de passer à travers, ils trouveront un moyen de passer au-dessus, ils trouveront un moyen de creuser un tunnel pour passer en dessous, peu importe, mais ils trouveront une façon d'aller de l'autre côté. Et cette énergie-là, ça peut vous paraître paradoxal, mais elle vient aussi de ce rapport à l'adversité. On dit souvent que pour les gens qui réussissent, etc., c'est des gens qui font preuve de persévérance. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans mes conférences. Les gens qui, quand j'interroge sur des parcours de vie de grands entrepreneurs ou autres, et je dis à votre avis, c'est quoi des facteurs déterminants? On m'a dit c'est la persévérance. Eh bien, moi, je le reformule en vous disant, c'est que l'échec est un carburant. Ça ne mène pas nécessairement à la destination qu'on imaginait au premier coup, mais ça permet de garder l'étincelle, l'énergie et la motivation en cours de route. Je conclus en 1 minute, parce que vous avez, je vous remets ici, c'est ma synthèse, là. Vous avez ici, de nouveau, 7 ingrédients qui font failure, mais qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on avait précédemment. On a du carburant, on a l'ajustement, on a le fait que c'est perso, j'ai une marge de responsabilité, un outil d'apprentissage qui est utile, que je peux relativiser parce que ça fait partie de mon évolution. C'est aussi failure. C'est 2 faces de la même pièce de monnaie. Et donc, si vous avez dans votre autodiagnostic un deuxième lot de 3 colonnes là, qui est plus tourné vers ce qu'on vient de voir là maintenant dans l'attitude constructive, tant mieux. Et si vous êtes plus orienté sur l'attitude, la spirale infernale, la spirale négative, eh bien vous avez 3 leviers de rebond pour chercher à passer l'un à l'autre. Déjà que les éléments que j'ai partagés peuvent peut-être vous aider, mais alors en plus, vous avez 3 leviers de rebond. Et le premier est clairement contre-intuitif. Si nous voulons damer le pion à l'échec, ou en tout cas en faire quelque chose de constructif, la première chose qu'on doit faire, c'est clarifier notre niveau d'exigence. Puisque je n'échoue qu'à ce qu'il y a un enjeu pour moi, où sont mes enjeux? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui, si je le rate, n'a pas grand impact sur ma vie? Et qu'est-ce qui, si je le rate, va sacrément m'emmerder? Ça, c'est le premier point, clarifier les enjeux. 2, ça va vous paraître peut-être même stupide, mais c'est optimiser les ressources. Optimiser les ressources, ça veut dire quoi en clair? C'est miser sur nos forces. On n'a rien construit de grand en construisant sur les faiblesses. De grand et de durable, il n'y a rien qui s'est bâti sur les faiblesses. Et miser sur les forces, c'est une vraie discipline, parce que quand on a l'impression d'échouer, quand on vit un épisode là, qui laisse des traces, parce que ça vient nous titiller les entrailles, on a cette faculté à ne voir que ce qui n'a pas été. Donc, c'est une vraie discipline de miser sur nos forces, de dire à quoi est-ce que je suis encore bon. Et 3e levier, c'est les autres. Sur qui puis-je prendre appui pour me relever quand je suis tombé? Quand j'ai le genou à terre, de qui est-ce que je peux attraper la main pour m'aider à me relever? Et si je suis KO debout, qui va pouvoir servir de béquille à un moment? Qui va pouvoir, je ne parle pas de rapport malsain, hein, je parle d'un comité des sages, je parle de gens dont vous savez que vous pouvez les contacter matin, midi ou soir et ils répondront présents. C'est des amis, c'est des collègues, c'est des partenaires, c'est peut-être des gens de votre famille ou de votre cercle privé, mais c'est des gens avec qui vous n'êtes peut-être pas en contact tous les jours, mais qui sont comme, un peu comme des anges gardiens, quoi, des gens qui sont là. Si vous n'avez pas de nom qui vient en tête quand je vous explique ça, le premier truc par lequel commencer, c'est de faire le tour de votre réseau relationnel et de vous dire, tiens, qui dans ces personnes-là peut jouer ce rôle-là? Et à l'inverse, parce qu'on sait qu'on réussit mieux avec les autres et que la vie, c'est du donnant-donnant, pour qui puis-je être une personne comme celle-là? Voilà ce que je vous ai présenté par rapport au sujet. Si vous avez des questions ou quoi ou qu'est-ce, avec grand plaisir, utilisez le chat, écrivez, demandez à prendre la parole et on peut tout à fait échanger sur ces sujets qui, évidemment, en un temps comme celui que nous avons,
laisse forcément certainement des questions ouvertes. Merci à vous. Merci à toi, Fred. On voulait également t'applaudir pour cette belle présentation, franchement très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions pour Fred? Alors, oui, Daniel. Alors. Daniel, oui. Bonjour Fred. Je suppose que c'est le schéma directeur que tu utilises pour encadrer des entrepreneurs qui sont en difficulté et qui se retrouvent souvent en procédure en réorganisation judiciaire ou proche de la faillite. Merci Daniel de ta question. C'est la trame de fond, en effet, qui a conduit à ce que Reload propose l'accompagnement tel qu'il le propose. Sébastien va vous détailler comment on fonctionne, mais c'est vrai que la toile de fond, c'est de se dire on doit intervenir pour permettre aux gens, on sert de trait d'union. Donc on intervient à un moment où il y avait une espèce de trou là entre tout le dispositif qui est en place et qui permet d'essayer d'éviter le crash, jusqu'au moment où les gens sont prêts à repartir dans un projet, qui soit salarié ou qui soit entrepreneurial. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Nous, ce qu'on veut juste, c'est éviter que la personne, quand plus personne n'est là, sauf les huissiers, les tribunaux, les machins et tout ça, et que la faillite est prononcée, c'est se dire là, il y a un accompagnement humain qui doit être fait pour éviter que la personne dévisse complètement. Et là-dessus, dans cette zone de trait d'union, on a bâti un programme d'accompagnement, mais ça, c'est Sébastien qui vous le présentera. Actifs sur toute la Belgique. Sébastien, là, c'est probablement à toi de prendre le relais pour répondre à ces questions. Je vais profiter peut-être pour passer d'abord le relais à Sébastien et après on reviendra vers toi, Fred, pour les autres questions. Je reste là. Oui, parfait, nous t'écoutons. Voilà, le micro est ouvert. Sébastien, c'est à toi. Super, merci beaucoup Didier. Donc oui, effectivement, pour répondre directement à la question, nous sommes actifs effectivement sur l'entièreté de la Wallonie. Alors effectivement, pour le moment, il y a beaucoup d'accompagnements qui se font de manière visuelle, par Zoom ou par d'autres systèmes qui existent. Mais l'objectif que nous avons effectivement, c'est d'ouvrir des antennes un petit peu partout, qui seront non pas des antennes avec des permanences, mais qui seront des antennes autour desquelles les personnes accompagnées, les entrepreneurs accompagnés, les coachs, mais aussi les acteurs économiques de terrain seront réunis et graviteront autour afin d'amener ces entrepreneurs à être accompagnés. Puisque la plus grande difficulté que nous avons n'est pas de trouver des coachs. Il y a énormément de personnes, de bénévoles qui s'offrent, et même si on en a encore besoin d'autres, il y a cette volonté d'aider. Mais souvent, les entrepreneurs qui sont en difficulté se cachent un peu pour mourir et ont du mal généralement à passer le pas de dire « j'ai besoin d'aide ». La faillite est stigmatisante dans nos contrées, malheureusement. Souvent, elle est vécue comme un échec personnel, un échec de sa vie entière. Certains ont du mal à différencier cet échec de leur vie personnelle avec les conséquences. Le divorce, malheureusement, arrive régulièrement. Et donc, du coup... Sébastien, tu peux un peu relever ton micro parce qu'on ne t'entend pas très bien. Comme là tantôt. Voilà. Comme les chirurgiens. Voilà, ça c'est parfait. Merci. Ok, on m'entend mieux ? Et donc, il y a toutes les conséquences, effectivement, qui sont au niveau familial, notamment du divorce. Il y a à peu près 5% des entrepreneurs en faillite qui attendent à leur jour. Et donc, cette spirale négative nécessite d'être accompagnée. Et donc, nous avons besoin d'acteurs de terrain qui vont nous mettre en relation avec ces personnes qui vivent cet échec entrepreneurial. Donc, en résumé, vous avez besoin de quoi exactement ? Alors, pour faire fonctionner notre ASBL, qui est une ASBL financée par des fonds privés, puisque ce sont des mécènes privés qui nous font la joie de nous aider sur plusieurs années à atteindre nos objectifs, mais nous avons besoin d'un facteur très humain, c'est-à-dire des personnes à accompagner, des accompagnants. Il faut savoir que quand un entrepreneur rentre dans cette structure Reload, il est tout d'abord accompagné par un coach individuel. Ce coach individuel, durant 7 séances, va lui permettre d'atterrir, de faire sa courbe de deuil, puisque pour pouvoir rebondir, il doit malheureusement faire le deuil de son activité précédente. Il va ensuite passer dans un groupe de co-développement
qui est une équipe autour de lui, qui va l'aider à rebondir et à se mettre dans ces conditions propices à rebondir. Il y a un volet formation. Alors, formation n'est pas apprendre au sens certifiant ou qualifiant du terme, c'est surtout des sujets qui vont lui être utiles pour rebondir. Puisque certains ont été victimes de la crise et donc par un élément totalement extérieur, ils ont peut-être été balayés du circuit économique. D'autres, c'est par quelque chose d'interne. Peut-être n'avaient-ils pas de goût ou d'appétence avec le chiffre. Et donc, ils auront besoin effectivement de formation, information pour les aider à prendre conscience de besoins qu'ils auraient pour rebondir et ne pas représenter le même schéma. Et enfin, nous avons un mentor qui va accompagner ces personnes, surtout celles qui se relancent dans l'entrepreneuriat, un mentor qui sera à côté d'eux pour faire un petit peu le lien et cette fin de sortie de programme. Et si nous commençons quand la faillite est prononcée, nous terminons notre accompagnement quand la personne est prête à rebondir. Elle commence à se dire, tiens, j'ai un projet, il faudrait peut-être que je fasse un business plan. Et là, nous passons la main à toutes sortes d'acteurs de terrain. M. Fred disait tout à l'heure que nous sommes un trait d'union. Nous sommes effectivement un trait d'union entre toutes ces structures qui aident les entrepreneurs quand ils sont en difficulté mais pas en faillite, et entre les structures qui aident des porteurs de projets. Entre les deux, eh bien, c'est là que Reload intervient. Sébastien, est-ce qu'il existe un profil type aussi par rapport à certains secteurs qui sont davantage concernés par cette approche de Reload? Non, nous sommes multisecteurs. Donc, d'ailleurs, entrepreneur, nous le prenons au sens large. Donc, ça peut être un indépendant, ça peut être un chef d'entreprise, il peut être salarié de sa propre structure, ça peut être une ASBL ou une SRL, peu importe. Et que ce soit ce qu'on appelle un col blanc ou un col bleu, peu importe. Nous avons effectivement des coachs en interne qui ont aussi leurs propres particularités et nous essayons toujours de matcher après une anamnèse l'entrepreneur en difficulté avec le coach qui nous paraît être le plus à même de l'aider dans ses propres besoins. Mais nous touchons effectivement tout le monde. Et même chose au niveau de la faillite, il faut que la faillite ait été prononcée en règle générale, puisqu'il doit avoir fait justement mis de côté son ancienne activité pour être prêt à rebondir, mais ça peut être aussi suite à une liquidation, une cessation d'activité ou une transmission. Et au niveau des tranches d'âge, quels sont les gens qui vraiment viennent vers vous? Alors, les premiers à être aidés sont souvent des entrepreneurs qui sont actifs depuis plus de 10-15 ans. Et donc, on retrouve beaucoup de quadras, de quinquas, mais nous avons effectivement des entrepreneurs qui sont parfois de jeunes entrepreneurs et qui peuvent aussi être emportés, puisqu'il y a le côté de la crise actuelle qui peut emporter des maisons qui sont là depuis quelques décennies, mais aussi des starters qui se retrouvent peut-être confrontés à des difficultés économiques après 2-3 ans et indépendamment peut-être de la crise. On sait très bien que la deuxième, la troisième année sont parfois des années difficiles pour quelqu'un qui se lance comme indépendant parce qu'il a peut-être eu du mal à bien échelonner ou bien étaler tout ce qui est paiement, tout ce qui est loi sociale. Et donc, ça peut être parfois un moment de crise qu'il va traverser et qu'il peut se retrouver en faillite à ce moment-là. Et alors, dernière question, où se situe exactement finalement Reload par rapport aux acteurs locaux et aux associations qui existent déjà depuis de nombreuses années? Quelle est votre grande différence? Je répondrai quels acteurs, parce qu'effectivement, nous sommes positionnés sur comme disait Fred, un trait d'union, donc sur un segment où il n'y avait aucun acteur, puisque quand on veut aider les entrepreneurs, les entreprises en difficulté par les auditer, les refinancer, il y a beaucoup de structures qui existent, publiques et privées, et quand il y a un porteur de projet, il y a tout le réseau de SAS, il y a d'autres structures qui sont là également, publiques ou privées, pour les aider, mais quand ils sont en faillite, pour les aider non pas de manière économique, mais de manière humaine, à se remettre dans une condition propice au rebond, là, jusqu'ici en Wallonie, il n'y a que nous. Très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions pour Sébastien ou encore pour Fred. Apparemment, tout est bien clair. En tout cas, nous, on fera, comme on dit chez nous, notre possible pour vous aider au maximum. Donc, on va rester en contact et tenez-nous bien sûr au courant de l'évolution de Reload et de vos autres activités, aussi bien celle de Fred que celle... Fred, oui, tiens, par hasard, Fred, un futur livre, est-ce que c'est l'actualité? Futur livre, oui, de multiples, puisque sur la maison d'édition, là, on a 2 titres qui sortent ce mois-ci. Là, dans une nouvelle collection qui s'appelle Enjeux de société et qui va traiter un peu
du ralentissement du mode de vie, qui s'appelle Comment j'ai arrêté de me presser le citron. Et c'est une jeune entrepreneur qui partage les trucs et astuces où elle arrive à faire du business en ayant fait un peu retomber toute justement cette pression de l'environnement. Un autre de Charles-Henri Gauthier qui va parler de vente. Et alors, à titre personnel, je suis sur 3 projets, mais qui pour le moment sont dans un timing très très lent. Nous autres, on a une nouvelle rubrique dans le magazine qui s'appelle La Grande Librairie et on démarre donc maintenant en juin. Donc si tu as des informations à ce niveau-là, nous communiquer, n'hésite pas à partir de septembre. Alors, on est à ton écoute pour une première, je dirais, interview de ton futur livre et un grand plaisir, on le présentera également donc à novembre chez Ecofin. Il y a encore Daniel Brouet qui a une question pour toi. Daniel, nous t'écoutons. Et si vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Alors, je l'avais préparé déjà, oui. Alors, il y a contact@fredcolantonio.com, si mes souvenirs sont bons. C'est juste, Fred? Voilà. Ou alors, il y a également son GSM, si vous voulez l'appeler. Est-ce qu'on peut le donner, Fred? Je suis en train de taper tout ça pour le mettre dans le chat. Ah, d'accord, parfait. Voilà, GSM 0486 99 58 68. 0486 99 58 68 et contact@fredcolantonio en un mot.com. Voilà. Je pense que c'est repris dans le chat. Donc j'ai mis dans le chat parce que ce qui est à utiliser vraiment pour Reload, c'est de privilégier l'adresse email welcome@reloadbelgium.org et le site web de Reload. Et sinon, si vous avez vraiment une question, en effet, là, sur le contenu que j'ai présenté ou vous voulez aller plus loin dans l'échange, là, il y a mon numéro de téléphone. Sébastien, je ne sais pas si tu es en train de taper tes coordonnées aussi. Comme ça, non, tu peux les mettre si tu souhaites, parce que malheureusement, le chat ne fonctionne pas de mon côté, ni le partage d'écran. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Je n'ai pas accès. Donc, mais sinon, l'adresse c'est welcome@reloadbelgium.org et vous allez retrouver toutes nos adresses de contact qui sont là. Sinon, sur les réseaux sociaux, à la fois Reload et moi-même, nous sommes très facilement trouvables. Sinon, Sébastien, tu peux m'envoyer un mail de ton côté pour les informations en ce qui te concerne. Et quand on fera le petit replay après donc notre réunion d'aujourd'hui, on mettra donc vos 2 contacts et on focalisera évidemment l'attention sur Reload. Donc avec grand plaisir aussi. Merci beaucoup. Voilà. Donc on a également reçu le lien de Fred et de Sébastien donc pour resuivre éventuellement cette conférence donc un peu plus tard. N'hésitez pas aussi à partager l'information donc à vos contacts. C'est une vidéo qui est très intéressante et qu'on mettra également en ligne chez Ecofin Club très rapidement. Voilà, un tout grand merci à vous tous. Merci Fred, merci Sébastien. On a appris plein de choses aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. On a appris plein de choses et moi j'ai bien vu que j'étais dans la 2e colonne, donc le côté constructif. Donc je me demandais si c'était pas aussi parfois dû aussi parfois à l'éducation. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi pour terminer, que ce soit à l'université ou dans les différents collèges, déjà peut-être un petit peu donner cette envie d'être constructif et non pas de subir toujours les informations ou les états. Je pense que ce serait pas mal d'avoir en conclusion peut-être Fred, qu'en penses-tu? Ouais, c'est un énorme débat. Très rapidement, la grille de lecture, elle est triple. Il y a moi avec les autres et moi avec le monde. Et dans ce moi avec moi-même, on sait qu'il y a une partie de soi mineure, mais qui est malgré tout là, qui conditionne notre grille de lecture, notre paire de lunettes avec laquelle nous voyons la réalité. Donc, il y a une petite part de déterminisme. En criminaux, par exemple, depuis des centaines d'années, vous avez des criminologues qui cherchent à identifier le gène de la délinquance, par exemple. Ça n'existe pas, ça ne se trouve pas. Mais est-ce qu'on est de nature plutôt optimiste? Est-ce qu'on est de nature plutôt fataliste? C'est malgré tout un facteur. Un autre facteur, c'est en effet la manière dont je construis mon rapport aux autres et au monde. Et ça, c'est dicté, bien entendu, par l'éducation. Le rôle de la famille, le rôle de l'école et le rôle, je dirais, de tous les interlocuteurs qu'on croise dans notre vie. Et là, en effet, on sait que d'un point de vue culturel, en Europe, on est encore beaucoup sur le
le côté stigmatisant de l'erreur, le style rouge, hein, où quand on n'est pas dans les clous de ce qui est attendu, crac, on est sanctionné. Et donc, c'est un travail, c'est vraiment une course de fond, quoi. Ça, on touche à un objectif plus sociétal pour Reload, ça on n'en a pas parlé ici, mais c'est vrai que notre intention, je ne vais pas dire ambition, mais notre intention, c'est aussi de contribuer à faire peut-être évoluer les mentalités sur ce rapport à l'erreur. C'est pour ça que je dis de manière un peu fracassante, on est tous des échecs ambulants, quoi. Parce que on va vite pour stigmatiser parfois chez un enfant ou chez d'autres des attentes qu'on a et où nous sommes parfois nous-mêmes défaillants, soit sur le même sujet, soit sur d'autres, quoi. Personne n'est parfait. Didier, tu as ton micro désactivé. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, Cécile Schmitt également a indiqué le développement socio-émotionnel de l'adulte influe directement sur le poids de la vision des autres, sur la vision de soi-même. Qu'en penses-tu? Oui, c'est clair. Hein, bon, moi, je travaille beaucoup sur la responsabilisation individuelle. Donc, quelle est ma part de responsabilité dans la façon dont je lis les événements, dont je lis la réalité, dont je vois les autres. La spirale infernale, la spirale négative, moi, j'ai été dedans. Moi, quand j'ai raté la première année à l'université, il y a eu quelques mois qui m'étaient difficiles, quoi. Et donc, c'est vraiment très humain. Et à un moment, je me répète, ça demande de l'entraînement. Comme il y a ton micro qui n'est pas coupé, Didier, je m'entends dans le. Merci. Ça demande de l'entraînement de pouvoir se conditionner à autre chose. On sait que les êtres humains sont des machines à conditionnement. Nous avons aussi la capacité à nous conditionner à autre chose. Je crois plus à cette capacité à se conditionner à autre chose qu'à ce qu'on voit parfois passer qui consisterait à dire le déconditionnement. Quand on a appris à rouler à vélo, on ne peut plus dire un jour je ne sais plus rouler à vélo. Hein, par contre, on a appris à rouler à vélo, on peut peut-être apprendre aussi à faire de la voile ou à piloter un hélicoptère. Et ça, c'est très... ça ouvre plein de perspectives, donc c'est très enthousiasmant. Encore faut-il que dans ce développement socio-émotionnel, l'adulte reste ouvert à cette possibilité. Parfait, on va terminer sur cette belle conclusion. Merci encore donc Fred, merci à vous tous, merci Sébastien. Nous on se retrouve chez Coffin mardi prochain en direct de Kigali. Alors, nous serons au Rwanda tout simplement parce qu'on a un Belge au bout du monde qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le CEO et son projet immobilier. C'est vraiment un bouquin super intéressant que j'ai lu et parcouru avec beaucoup de plaisir. Et donc voilà, il explique de A à Z si en tant que chef d'entreprise on a un projet immobilier, comment le présenter, le développer et le mettre en place par rapport à ses équipes et par rapport aussi à ses responsabilités. Voilà, un tout grand merci à vous tous. Déjà, un très bon week-end et aux dames, mamans, bonne fête de maman déjà, puisque c'est tout bientôt, c'est dimanche. N'oubliez pas, c'est important. À bientôt. Au revoir.